On va prendre un chapitre suivant pour consacrer au cœur de la matière. Donc on va parler des atomes et des ions. Et en fait, c'est un chapitre pour répondre à une question toute simple, c'est de quoi est-on fait? Pour commencer, une petite vidéo d'introduction. De quoi est fait le monde qui nous entoure? Les plantes, les objets, les animaux, toi, moi, et même l'air que l'on respire, bref, tout ce qui nous entoure est constitué d'atomes. Ils sont environ 1 million de fois plus petits que le diamètre d'un cheveu. Ah oui, il y a l'atome d'oxygène, de fer, de carbone. Au total, il existe 118 éléments identifiés par l'homme, dont 94 naturels présents sur Terre. Tous sont regroupés dans le fameux tableau périodique des éléments, appelé aussi tableau de Mendeleïev. Tous les atomes sont construits de la même façon, à l'aide de petites briques qu'on appelle particules. Pour bien comprendre, zoomons sur un atome. Regarde, au centre, il y a un noyau composé de protons et de neutrons. Autour, un nuage d'électrons est en mouvement. Donc si on résume tout ça avec sous forme de schéma, donc la matière en général elle est composée de molécules, hein, et ça c'est vu de la cinquième. Ces molécules sont faites à partir d'atomes, donc ça c'est le problème de quatrième. Et dans un atome, on a quoi? On a un noyau avec des électrons qui se baladent autour. Et dans le noyau, on va voir en fait qu'il y a des neutrons et des protons. Voilà les acteurs de ce chapitre. Ensuite, l'histoire de l'atome. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, le philosophe grec Démocrite s'intéresse à la matière. Selon lui, elle est faite d'une brique élémentaire, l'atome, et de vide. Malheureusement, sa théorie se perd pendant plusieurs siècles. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que l'idée d'un découpage de la matière en briques élémentaires soit reprise, mais sans parler d'atomes. Durant cette période, des savants européens étudient les gaz comme la vapeur d'eau. Ils constatent que la matière qui les constitue peut être décomposée en éléments comme l'hydrogène et l'oxygène. Ils vont alors les étudier et les classer. La chimie est née. Mais ce n'est qu'au début des années 1800 que le terme atome ressurgit. Le chimiste John Dalton avance que la matière est faite de petites billes dures, les atomes, et que les réactions chimiques sont des assemblages de ces atomes. Les scientifiques restent sceptiques jusqu'à ce que des chimistes différencient molécules et atomes dans les années 1860. Ces travaux aboutissent finalement à l'élaboration du tableau périodique des éléments, imaginé par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev en 1869. Et si l'atome était comparable à un gâteau au raisin? Après la découverte de l'électron en 1897, le physicien Joseph John Thomson suppose que les atomes sont comme une pâte chargée positivement qui emprisonne des grains négatifs, les électrons. Il baptise ce modèle Plum Pudding, du nom d'un dessert de son pays d'origine, l'Angleterre. Cette conception de l'atome n'était pas bonne et sera remise en cause plus tard par Ernest Rutherford, un physicien néo-zélandais. Celui-ci se lance dans l'étude de la radioactivité récemment découverte. Il identifie alors des particules émises par les atomes tels que les rayons alpha, c'est-à-dire des noyaux d'hélium. En étudiant en 1909 des atomes bombardés par ces rayons, il découvre que l'atome possède un noyau en son centre et que ce noyau baigne dans le vide. 10 ans plus tard, grâce à une nouvelle expérience, Ernest Rutherford découvre que le noyau est composé de particules plus petites qu'il baptisera protons. Donc on comprend en fait avec cette histoire atomique que comme l'atome est tout petit, on a de gros problèmes pour voir l'intérieur. Donc en fait, on va parler du coup de modèle d'atome, c'est-à-dire que un atome, Monsieur Bohr le représente comme ça. Donc au centre, un noyau composé de protons et de neutrons, avec autour des électrons qui vont se promener sur ce qu'on appelle des orbites.
D'accord? L'orbite, c'est pas quelque chose qui existe, hein, c'est un peu le chemin par lequel passe l'électron. Donc ça, c'est un modèle d'atome, c'est le modèle de M. Bohr. Voilà, sachant que c'est pas le modèle le plus juste, il en existe des plus justes qui ont été vérifiés scientifiquement, mais qui sont plus compliqués à représenter et à expliquer. Voilà. Donc vous, en troisième, c'est le modèle-là qui vous intéresse. Du coup, si on à retenir, un atome est constitué d'un noyau entouré d'électrons qui tournent autour, et dans le noyau, on a des protons et des neutrons, on appelle ça des nucléons. Si on parle maintenant de taille d'atome, alors un atome, ça fait à peu de choses près 10 puissance moins 10 mètres, comparé à son noyau qui lui fait 10 moins 15 mètres. D'accord? Donc en fait, c'est assez, il y a une assez grosse différence entre ces deux dimensions, puisqu'en fait, il y a 10 puissance 5 de différence, donc ça veut dire 100 000. Ça veut dire que l'atome, il est 100 000 fois plus grand que son noyau. Alors, 100 000 fois plus grand, on a peut-être un peu de mal à se le représenter. Ça représente quoi, 100 000 fois plus grand? Ben, si dans la salle de cours, on met une tête d'épingle qui fait 2 mm de diamètre, et ben, l'atome qui représenterait donc ça serait le noyau d'un atome, et ben, l'atome ici aurait 200 mètres de diamètre. D'accord? Parce que 2 mm fois 100 000, ça fait 200 000 mm, ça fait 200 mètres. Donc l'atome ferait 200 mètres de diamètre. Donc assez grand, hein, jusqu'à la route. Vous devez un peu voir ça. Alors, si là j'ai le noyau, si ça c'est l'atome, ben, ici qu'est-ce qui se promène encore? Ben, il y a des électrons. Alors les électrons, par exemple, l'atome hydrogène, il a un électron qui se promène ici tout seul. L'Oganesson, qui est l'atome qui en a le plus, il en a 118. Alors vous imaginez 118 électrons là-dedans, ils vont aussi se sentir seuls. Donc en fait, à part ces électrons ici, eh ben, il n'y a rien, il y a du vide. Du coup, on arrive à dire qu'un atome, donc, c'est 100 000 fois plus grand que son noyau, et qu'un atome est essentiellement composé de vide. Alors, du coup, si un atome est vide, est essentiellement composé de vide, ben, avec des atomes, je fabrique des molécules, donc les molécules sont elles aussi composées essentiellement de vide. Et du coup, la matière en général est composée essentiellement de vide.